organismes de sécurité sociale, plus, je dirais, pour simplifier, des établissements publics de nature administrative qui sont contrôlés par l'État. Voilà. Après, l'État en porte l'essentiel. Hein. L'État en porte plus de 80%. C'est vrai qu'on peut assimiler ça presque à la dette de l'État. Dans un premier temps, je vais vous rappeler où on en était l'année dernière, à la veille de la crise, fin 2019, en matière d'endettement public en France et dans les autres pays, d'où on part, où on risque d'aller, c'est-à-dire quelles sont les perspectives d'évolution de cette dette pour 2020 et pour les années suivantes. Et puis, dans une deuxième partie, je répondrai, dans la mesure où c'est possible, à la question peut-on continuer comme ça à s'endetter pendant très longtemps? Comment peut-on rembourser? Et quelles sont les conséquences économiques qu'on peut attendre en fonction des différents scénarios qu'on peut imaginer? Voilà. Alors, la situation de départ, fin 2019. La dette de la France publique, hein, donc cette dette publique, elle faisait à peu près 2300 milliards d'euros, c'est-à-dire 98% de notre produit intérieur brut. Si on regarde la zone euro, il y a quelque chose de très frappant et qui est assez inquiétant pour l'avenir de la zone. C'est qu'on a deux groupes de pays très contrastés. On a un premier groupe de 7 pays qui ont un endettement public supérieur à 95% du produit intérieur brut, du PIB, et une dette publique qui, en pourcentage du PIB, a été seulement stabilisée ces dernières années. Dans ce groupe, il y a la France à 98%, mais il y a aussi évidemment l'Italie qui est à 135%. Il y a l'Espagne qui est juste un peu au-dessus du 95%. Il y a la Belgique aussi. Donc il y a ces 7 pays. Et puis il y a 10 autres pays, donc presque la totalité des autres pays, qui ont vu leur dette baisser en pourcentage du PIB assez nettement ces dernières années et qui se retrouvent fin 2019 au-dessous du seuil de 60% du PIB, qui est le seuil du traité de Maastricht. Parmi ces pays, il y a l'Allemagne, oui, bien sûr, mais il y a aussi les Pays-Bas, qui sont nettement en dessous de 60%, ils sont plutôt en dessous de 50%. Et puis, il y a beaucoup de pays moins importants, plutôt dans le nord et dans l'est de l'Europe. Donc, on a vraiment ce contraste très important entre ces deux groupes de pays qui reflètent en fait des politiques économiques qui ont été très différentes au cours de ces dernières années et ce qui fait que ces deux groupes de pays sont dans une situation aussi très différente pour affronter la crise. Ensuite, si on élargit le champ au niveau de l'Union européenne, on a, alors, en moyenne dans la zone euro, on a une dette publique qui est à peu près de 84% du PIB. C'est entre les deux groupes, la moyenne est à 84%. Et pour ce qui est de l'Union européenne, la moyenne est un petit peu inférieure, elle est de 78%. On a d'ailleurs le Royaume-Uni qui est entre un peu plus de 80%. Si on élargit encore le champ géographique, si on passe au niveau de l'OCDE, alors là, le problème, c'est que, pour faire des comparaisons, c'est que l'OCDE et le FMI n'utilisent pas la même définition de la dette publique que le traité de Maastricht et Eurostat. En fait, l'OCDE et le FMI ont une définition plus large de la dette publique. Dans la définition européenne, on ne tient pas compte de tous les engagements, de tous les passifs des administrations publiques. Donc en fait, si on prend la définition OCDE, la dette publique de la France à fin 2019, elle est déjà de 123% du PIB. Elle est déjà nettement au-dessus de 100%. Et c'est à ce 123% qu'il faut comparer la dette japonaise, par exemple, qui elle est à 225% du PIB, ou la dette américaine, qui elle est à 108%, inférieure à celle de la France. Donc, on a voilà, des niveaux d'endettement très différents à la fin de 2019 et avec cette particularité de la zone euro qui, en principe, devrait être une zone homogène et qui ne l'est pas du tout parce qu'on a ce contraste entre ces deux groupes de pays. Quelles sont les perspectives pour 2020 et les années suivantes?
Pour 2020, les perspectives, la seule chose dont on est sûr pour 2020 et les années suivantes, c'est qu'on est sûr de rien. On est dans une totale incertitude parce que on est dans une incertitude totale sur les prévisions de croissance, parce que on est dans une très grande incertitude sur d'abord sur l'évolution du coronavirus et sur le fait qu'on aura ou non une deuxième vague, par exemple. Voilà. Donc, les médecins ne sont même pas d'accord entre eux sur ce sujet, donc les économistes le sont encore moins. Et donc, on a une très grande incertitude sur ce qui va se passer en 2020 et après. La seule certitude, en fait, c'est que le choc est extrêmement violent. Donc, la prévision officielle du gouvernement français, c'est une baisse du produit intérieur brut de 8%. Ce sera probablement plus grave encore, et ce sera pareil dans beaucoup de pays, enfin, plus ou moins, mais un choc d'une très très grande violence. Pour ce qui est de l'impact sur les finances publiques, il va y avoir un impact qui est automatique. Si l'activité baisse, si le PIB baisse, les cotisations et les impôts baissent. Voilà, c'est automatique. Et il y a une petite règle très simple, d'ailleurs, qui se vérifie de manière assez approximative, mais qui est quand même assez bonne, qui est que lorsque le produit intérieur brut baisse de 1%, le déficit public s'accroît de un peu plus d'un demi-point de PIB. Donc, si le produit intérieur brut baisse de 10%, comme c'est assez probable en cette année, eh bien, ça fait automatiquement augmenter le déficit public de 5 ou 6% du produit intérieur brut. Ce qui explique que dans la prévision du gouvernement français, on est déjà à 9 points de PIB. Alors, ça l'explique, c'est expliqué par cet effet automatique, mais aussi par les mesures qu'on prend, qui vont s'ajouter à cet effet automatique. Donc, les mesures qu'on prend pour soutenir l'activité et la relancer après, alors, ces mesures, il y a un chiffre qui circule, qui est affiché par le gouvernement en France, c'est 115 milliards. On a un plan de soutien de l'activité de 115 milliards. Il faut voir que dans ces 115 milliards, on additionne un peu des choux et des carottes. On additionne notamment une cinquantaine de milliards de reports de charges fiscales et sociales. Mais dans le scénario du gouvernement, dans le scénario officiel, pour le moment, en tout cas, ce qui est prévu dans la loi de finances rectificative qui a été votée il y a une semaine, ce qui est prévu, c'est que ces charges fiscales et sociales, elles finiront par être payées avant la fin de l'année. Donc, c'est uniquement un décalage mensuel de trésorerie. Donc, ça n'aura aucun impact sur le déficit public et sur la dette publique en 2020. Ça n'aura aucun impact non plus, d'ailleurs, sur les comptes 2020 des entreprises. Les seules vraies mesures qui vont avoir un impact en 2020 sur le déficit et qui ont un impact aussi sur les entreprises et sur les ménages, c'est la prise en charge du chômage partiel. On en a pour 25 milliards. Ce sont les aides qui vont être accordées aux indépendants, aux entrepreneurs individuels. On en a pour 7-8 milliards. Et c'est l'augmentation des dépenses de santé pour aussi 7-8 milliards. Si on ajoute quelques mesures moins importantes, on a en fait un noyau dur pour le moment de 45 milliards de mesures de soutien qui vont avoir un impact, qui vont accroître le déficit public et la dette publique cette année. 45 milliards, c'est à peu près 2% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est à peu près 2300 milliards, la dette. Donc, on a ces mesures. On a aussi, alors, ça a un statut un peu particulier, dans les 115 milliards, il y a une vingtaine de milliards qui sont prévus pour apporter des fonds propres aux entreprises, voire pour les nationaliser. Dans en comptabilité nationale, ça n'aura pas d'effet sur le déficit public, mais ça en aura un sur la dette, parce qu'il va falloir s'endetter quand même pour faire ces apports aux fonds propres. Mais bon, c'est un statut un petit peu différent. Donc, je dirais que le noyau dur en France, c'est 2% du PIB de mesures de soutien pour le moment. Si on essaye de comparer cela à ce que font les autres pays en ce moment, la comparaison est difficile parce que tous les pays ont un peu tendance à faire comme nous, c'est-à-dire additionner des choux et des carottes. Et encore dans cette addition, on n'a pas compté les 300 milliards de prêts garantis par l'État parce que la garantie de l'État, pour le moment, elle n'a pas d'impact sur les finances publiques. Elle n'en aura que le jour où ces garanties seront appelées.
Mais bon, mais ça à part. Les autres pays aussi mettent ça quand même à part, mais c'est pareil, ils additionnent des décalages de paiement d'un mois sur l'autre et des mesures plus dures. Bon, il y a eu quand même un travail de la Commission européenne dans un rapport qui a été publié hier, en fait, qui essaye de quand même de préciser un peu ce que font les uns et les autres. Ce que ça montre, c'est que ce qui est comparable à nos 2% de produit intérieur brut de mesures de soutien, nos 45 milliards, en moyenne dans la zone euro, c'est plutôt 3 à 4% du PIB. Et en Allemagne, par exemple, c'est plutôt 5 ou 6% du PIB. Donc, on en fait plutôt moins pour le moment que la moyenne de nos partenaires, mais je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'on va en faire beaucoup plus. Notamment parce que pour le moment, on prend surtout des mesures qui visent d'une part à prendre en charge la rémunération, le chômage partiel, et puis aussi des mesures qui visent à soutenir, à préserver la liquidité des entreprises. Les entreprises vont avoir des comptes d'exploitation catastrophiques en 2020, des bilans très dégradés, et donc il va falloir aussi essayer d'améliorer leur solvabilité. Donc ça ne va passer probablement, et ça commence déjà, les ministres commencent à en parler, ça va passer par de vraies annulations de charges. Alors, on ne va pas se contenter de dire ce que vous deviez payer au mois de mars, vous allez payer au mois de juin, au mois de septembre, on annule des charges sociales, et alors là, ça aura un impact sur le déficit public. Donc pour le moment, on en est là, à 2% de PIB de mesures de soutien en France, ça sera certainement beaucoup plus. Comme la baisse de l'activité sera probablement aussi plus importante que ce qui est prévu, eh bien la prévision de dette publique actuelle du gouvernement pour la fin de 2020, qui est que la dette va passer de 98% du PIB à 115% du PIB, elle est probablement encore très optimiste. Donc c'est probablement bien plus que 115% du PIB que nous aurons à la fin de l'année, mais nous ne serons pas les seuls. Alors tout le monde ne sera pas à 115%, mais l'augmentation des dettes publiques, elle va être considérable dans tous les pays du monde. Ce qui amène à ma deuxième partie, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut continuer à s'endetter comme ça pendant très longtemps? Et si ça n'est pas possible, comment est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que c'est grave? En fait, on peut continuer, un pays comme la France peut très bien continuer comme ça à s'endetter pendant très longtemps. Mais on prend un risque. On peut continuer à s'endetter pendant très longtemps. Aujourd'hui, on s'endette très facilement. La France emprunte aujourd'hui sans aucune difficulté à un taux nul, ou quasiment nul. Un pays comme la France n'a pas de problème de remboursement de sa dette. Il la rembourse en réempruntant exactement le même montant. Il doit même emprunter un peu plus puisqu'il faut aussi qu'il couvre le déficit de l'année en cours. Donc tout ceci peut continuer très longtemps tant que l'État, disons pour simplifier, trouve des agents économiques qui lui prêtent suffisamment pour qu'il rembourse ses dettes et qu'il couvre son déficit. Le risque, le risque, c'est qu'un jour, les créanciers de l'État, c'est toujours le même, le risque, dans l'histoire, un jour, les créanciers de l'État se disent il n'arrivera pas à retrouver des emprunts empruntés suffisamment pour rembourser ses dettes parce qu'il est déjà trop endetté et il est dans une situation politique qui est très, je dirais, améliorer la situation des finances publiques. Enfin, pour des tas de raisons, les créanciers de l'État peuvent prendre peur et à ce moment-là, s'ils craignent de ne pas être remboursés, eh bien, ils n'acceptent de continuer à prêter qu'à des taux d'intérêt plus élevés. Ils ajoutent taux d'intérêt, ce qu'on appelle une prime de risque. Un problème de risque, ils ajoutent une prime de risque au taux d'intérêt. Le problème, c'est que si les taux d'intérêt augmentent, le déficit augmente, la dette augmente encore plus, et on risque d'entrer dans un phénomène d'auto-accumulation de la dette sous le simple poids des charges d'intérêt. Ce que les économistes appellent un effet de boule de neige, une boule de neige de la dette qui s'accroît au fur et à mesure que les charges d'intérêt s'accumulent et ça finit par se transformer en avalanche. L'avalanche, c'est le moment où les créanciers de l'État disent on arrête, on ne peut plus payer. Alors en général, comme dans le cas d'une entreprise qui se met en défaut de paiement, on discute avec ses créanciers, mais ça se termine toujours mal pour tout le monde.
les uns et les autres sont obligés de faire des efforts, des sacrifices. Et pour les États, les sacrifices, ça peut être très dur pour les populations. Donc, il ne faut pas en arriver dans cette situation. Le problème, c'est que les économistes ne peuvent pas vous dire que ce genre de crise arrive à partir du moment où on dépasse tel niveau d'endettement. Prendre un exemple, le Japon aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a une dette qui fait 225% de son PIB. Le Japon n'a jamais eu aucun problème pour financer sa dette et la rembourser. D'un autre côté, en 2012, l'Espagne avait une dette qui était de 70-80% du PIB. Et l'Espagne a eu énormément de problèmes parce que les marchés ne la croyaient plus capable de rembourser sa dette. Donc, ça peut arriver à des niveaux d'endettement très différents parce que ça dépend de tas de facteurs qui, certains sont très qualitatifs, comme la crédibilité de la politique publique. Il y en a d'autres qui sont plus quantitatifs. Par exemple, entre l'Espagne et le Japon, la grande différence, c'est que le Japon a une capacité, a une épargne considérable qui permet aux Japonais non seulement de financer l'État japonais, mais aussi de financer l'État américain. En revanche, l'Espagne avait, en 2000, donc il y a quelques années, avait un endettement extérieur très important. Et donc, en fait les dettes de l'Espagne, aussi bien d'ailleurs des administrations que les dettes des entreprises, étaient détenues par des non-résidents, des étrangers qui tout d'un coup se sont retirés et ont arrêté de prêter de l'argent à l'Espagne. Donc, voilà, donc ça dépend de facteurs de ce genre. Donc, on ne sait pas vraiment quand ça arrive. La seule chose que disent les économistes, qui peuvent dire, c'est qu'il y a une condition nécessaire pour que ça n'arrive pas. Une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour que ce genre de crise n'arrive pas, c'est qu'on soit au moins capable de stabiliser la dette en pourcentage du produit intérieur brut. Alors, pourquoi le produit intérieur brut? Parce que, en fait, c'est une mesure, je dirais, de l'assiette sur laquelle sont prélevés les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales. Le produit intérieur brut, c'est ce qu'on produit chaque année, c'est un peu aussi notre capacité à rembourser une dette. Donc, le principal message des économistes a toujours été il faut que vous puissiez stabiliser votre endettement en pourcentage du PIB, mais en fait, ça peut être à n'importe quel niveau. C'est là où c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce qu'on voit bien que si on stabilise la dette à 300% du PIB, il va quand même y avoir un problème. Mais bon, il faut au moins arriver à stabiliser la dette. Et pour ça, il y a quelque chose qui va être très favorable dans les années qui viennent. C'est la seule bonne nouvelle. Seule bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont très bons. Et ça rend beaucoup plus facile cette stabilisation parce que ça permet d'éviter cet enchaînement cumulatif des charges d'intérêt et de la dette, cet effet boule de neige. Les taux d'intérêt sont très bas. Aujourd'hui, la France emprunte à quasiment zéro, mais aujourd'hui, on a quand même une charge d'intérêt qui est de 30 milliards, d'euros, et ça fait à peu près 1,5% de la dette publique. Donc, on a un taux d'intérêt apparent sur le stock de dette publique qui, lui, n'est pas encore du tout à zéro, il est à 1,5%. Il diminue en fait très progressivement au fur et à mesure qu'on remplace des anciens emprunts à des taux élevés par de nouveaux emprunts à taux nul. Donc, il diminue depuis déjà très longtemps et il va continuer à diminuer. Tant que la Banque centrale européenne ne remonte pas ses taux d'intérêt, tant que les taux d'intérêt restent à zéro, ce taux d'intérêt sur le stock de la dette, il va converger vers zéro. En fait. Le taux d'intérêt apparent et la charge d'intérêt en euros, elle va converger vers zéro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire, et si la croissance du PIB est supérieure à ce taux d'intérêt sur le stock de la dette, il y a une petite formule, un petit calcul relativement simple qui montre qu'on peut toujours stabiliser la dette publique. Donc il y a la condition nécessaire des économistes, elle va être remplie. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être la stabiliser, mais à un niveau qui sera d'autant plus élevé que le déficit sera élevé. Donc on risque si on a un déficit très important, très élevé, on risque de la stabiliser, oui, et ça convergera toujours, mais ça peut converger vers un niveau d'endettement de 150-200% du PIB. Donc il y a un problème. Et avec le déficit qu'on va avoir en 2020, celui qu'on va probablement avoir encore en 2021 et 2022, même si l'activité repart,
on va pouvoir stabiliser la dette, mais on risque de la stabiliser à 130, 150% du PIB à des niveaux très élevés, supérieurs à ceux d'Italie, par exemple, aujourd'hui. Donc, bon, en faisant ça, on prend un risque parce que les créanciers, toujours la même histoire, les créanciers risquent de se poser des questions, d'avoir peur, les taux d'intérêt risquent de remonter, et si les taux d'intérêt remontent, à ce moment-là, on risque de retomber dans cet effet de boule de neige, d'accumulation des charges d'intérêt, de la dette, etc., qui finit par une crise. Donc, si on veut éviter d'en arriver là, il y a un moment ou un autre, il va falloir essayer d'abord de stabiliser ce ratio dette sur PIB, mais ensuite probablement de réduire ce ratio dette publique sur PIB. Alors, la question, c'est comment on fait. Comment on fait? Il y a une solution qui est très simple et qui est la meilleure. Dans l'idéal, ce qui serait très bien, c'est que la croissance soit tellement forte à partir de 2021, qu'on revienne très vite à la situation au niveau d'activité initiale et qu'ensuite on reparte sur un niveau de croissance, sur un taux de croissance du PIB élevé et que finalement tout se résorbe, le déficit se réduit mécaniquement. Chaque fois que le PIB augmente sur la même règle de 1%, le déficit dans l'autre sens diminue de 1,5 point de PIB et bon, comme ça, tout va bien. Bon, je n'y crois pas. Je crois que de moins en moins d'économistes y croient. C'est ce qu'ils appellent le scénario en V. On a une chute brutale et puis après, ça remonte tout aussi brutalement. Ça n'arrivera pas parce que le déconfinement va être très progressif et puis ensuite, pendant encore très longtemps, les ménages ne consommeront pas, épargneront parce que d'une part, ils auront toujours peur du virus, quelle que soit la manière dont on aura réglé médicalement le problème. Et puis ensuite, ils auront peur aussi des conséquences de la crise, ils auront peur du chômage. Et les entreprises, c'est pareil, n'investiront pas parce qu'elles se diront comment tout ceci va se terminer. On est face à de telles incertitudes que c'est très difficile d'investir. Donc, on peut craindre une longue période en fait, de croissance faible en réalité. Dans ces conditions-là, le déficit ne se résorbera pas et la dette ne se réduira pas toute seule. Et puis de toute façon, il faut mieux ne pas compter sur les scénarios idéaux et merveilleux et essayer plutôt de voir ce qui va se passer dans des scénarios moins sympathiques. Donc si on se place dans une hypothèse moins bonne, il va falloir qu'on prenne des mesures. La solution classique, c'est de prendre des mesures pour réduire le déficit. Et là, il n'y en a pas 36, il n'y en a que 2. Pour réduire le déficit, soit vous augmentez les prélèvements obligatoires, les impôts et cotisations sociales, soit vous réduisez les dépenses publiques. Augmenter les prélèvements obligatoires en France, ce n'est pas une très bonne idée. Ce n'est pas une très bonne idée parce que nous avons déjà le record de l'OCDE en matière de prélèvements obligatoires. Ça a déjà des effets négatifs en matière de compétitivité des entreprises ou d'attractivité du territoire, aussi bien pour les entreprises que pour les personnes physiques. Si on les augmente, ça ne va qu'aggraver ce problème. Bon, les autres vont peut-être les augmenter aussi, ça nous donnera une petite marge probablement, mais bon, il ne faut pas trop y compter parce qu'on est quand même très au-dessus des autres. Et puis, si on commence à parler de hausse d'impôts et de cotisations sociales, ces comportements d'épargne, de précaution chez les ménages et d'attentisme en matière d'investissement chez les entreprises, ça ne va pas s'améliorer. Au contraire, ils vont s'aggraver. Donc, je pense que l'idée, toute augmentation des impôts, alors on peut redéployer, remplacer un impôt par un autre, mais même si on fait ça à trop grande échelle, il y aura des gagnants et des perdants, et donc il va y avoir du stress quelque part chez les gens, donc de l'épargne de précaution, et donc je ne crois pas du tout qu'on soit dans les années qui viennent en mesure de faire des réformes fiscales de grande ampleur et encore moins donc d'augmenter les prélèvements obligatoires. Ce n'est pas une bonne idée. Réduire les dépenses publiques. C'est toujours une bonne idée de réduire des dépenses publiques inutiles ou en tout cas des dépenses publiques inutiles, insuffisamment utiles pour justifier les impôts et cotisations sociales qu'il faut lever pour les financer. Et des dépenses publiques qu'on pourrait supprimer, il y en a toujours beaucoup en France, y compris dans le système de santé. On peut en trouver beaucoup encore dans le système de santé. Donc oui, économiquement, c'est une bonne idée, mais là, le problème en France, il n'est pas économique, il est politique et social.
le climat en France n'était déjà pas propice à ce genre de choses avant crise. Avant crise, c'était des gilets jaunes. Il ne va pas le devenir plus après cette crise. Je crois que le problème en matière de dépenses publiques dans les années qui viennent, ça ne va pas être de faire des économies, ça va être de résister à toutes les demandes de dépenses publiques supplémentaires qu'on va avoir et qui vont être très nombreuses. Donc déjà, si on arrive à ne pas les augmenter trop, ça sera déjà très bien. Donc, réduire le déficit public, ça va être très compliqué. Alors, il y a d'autres solutions. Les économistes vont vous dire qu'à cela ne tienne, il y a d'autres solutions. Il y en a une, par exemple, qui a déjà été utilisée dans le passé, c'est l'inflation. Les économistes vont vous rappeler que pendant les guerres, la dette a dépassé, dans certains pays, la France par exemple, a dépassé les 200% du produit intérieur brut. Et après, ce ratio a fortement diminué parce que l'inflation a augmenté le PIB en valeur de manière mécanique. Donc l'inflation a permis de réduire la dette. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la croissance aussi, la croissance réelle de l'activité, il y a aussi énormément contribué et qu'on ne retrouvera probablement pas les niveaux de croissance qu'on avait juste après, en tout cas, la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'inflation a quand même un avantage, c'est que mécaniquement, pour simplifier, le ratio dette sur PIB, l'inflation, ça augmente le PIB, parce que c'est le PIB en valeur. Donc, plus il y a l'inflation, plus le PIB augmente, et donc c'est plus facile de réduire ce ratio dépenses publiques, dette publique sur PIB. Donc l'inflation, c'est bien. En fait, c'est vrai que c'est bien, ça facilite la gestion des finances publiques. Le problème, c'est que s'il y a trop d'inflation, c'est pas terrible, parce que s'il y a trop d'inflation, ça a des coûts. Ça a des coûts économiques, parce qu'en général, quand il y a beaucoup d'inflation, il y a aussi les prix évoluent de manière très différente, donc c'est de l'incertitude pour les agents économiques. Et puis, les ménages, par exemple, sont plus ou moins protégés de l'inflation parce que leurs revenus sont plus ou moins bien indexés sur l'inflation. Donc l'inflation a des effets sociaux en fait qui sont assez cachés mais qui sont très violents. Suivant que vous avez des revenus plus ou moins indexés, vous allez pouvoir perdre beaucoup ou gagner éventuellement à l'inflation. Donc, et l'inflation a souvent été utilisée effectivement pour faciliter la gestion des finances publiques, mais c'est aussi un peu comme une drogue. Ça vous permet de réduire le ratio dette publique sur PIB, mais si c'est quelque chose qui vous permet comme ça de faciliter la gestion des finances publiques, pourquoi ne pas en faire plus? Et donc, on est toujours tenté d'en faire plus. C'est comme ça que certains pays ont sombré non pas dans l'inflation, mais dans l'hyperinflation, avec des taux d'inflation de plusieurs dizaines de pourcents ou plusieurs centaines de pourcents. Donc, il y a un moment ou un autre où l'inflation, il faut l'arrêter, il faut revenir en arrière. Et ce n'est pas facile. Parce que autant l'inflation ne se décrète pas d'abord, on ne peut pas dire demain on veut plus d'inflation. Les banques centrales essayent depuis quelques années déjà en Europe de remonter le taux d'inflation, elles ont le plus grand mal. Donc il est difficile de la faire repartir, mais une fois qu'elle est repartie, il est aussi difficile de revenir en arrière. Donc l'inflation, c'est bien, à petite dose, mais pas trop, et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on décide et qu'on fait automatiquement. Alors, c'est peut-être ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, les économistes, là, sont très divisés sur l'impact de la crise sur l'inflation. Vous avez des arguments dans le sens qui laissent penser que l'inflation pourrait être plus forte, mais il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens. Et les économistes qui pensent qu'on va plutôt vers une très faible inflation pendant encore quelques temps. Donc, ce n'est pas évident. Peut-être que finalement, les interventions des banques centrales, à force de mettre des liquidités dans le système et de financer des déficits de plus en plus importants, ça va faire plus d'inflation. Peut-être, s'il y en a un peu, c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle, mais attention, s'il y en a trop, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Donc, c'est une solution, mais ce n'est pas un instrument facile à utiliser et qui présente des risques. Une autre solution un peu encore moins classique qui est avancée en ce moment, c'est l'annulation des dettes. Pourquoi finalement est-ce qu'on ne va pas annuler les dettes des États? Alors, il y a deux dettes des États qu'il faut quand même bien distinguer. Il y a des dettes vis-à-vis des banques centrales et des dettes vis-à-vis des autres créanciers. Je mets à part, j'y reviendrai, les banques centrales.
Annuler les dettes d'un État vis-à-vis de ses créanciers, il y a deux types d'annulation. Soit vous décidez unilatéralement que vous ne payez plus vos créanciers, que vous ne les remboursez plus et que vous ne payez pas les charges d'intérêt, ça s'appelle un défaut de paiement. Et en général, ça se passe très mal. Parce que si vous ne remboursez plus vos créanciers et que vous êtes toujours obligé d'emprunter parce que vous êtes en déficit, il faut toujours emprunter, bah, vous ne trouvez plus personne pour emprunter. Donc à ce moment-là, bah, vous ne pouvez plus payer aux fonctionnaires, vos retraités, rembourser les dépenses de santé, etc. Donc ça, c'est la catastrophe. Ça se passe rarement comme ça. En général, quand on parle d'annulation de dette des États, on parle d'annulation organisée avec les créanciers, on parle de restructuration de dette avec ce qui suppose un accord entre les uns et les autres. C'est des accords qui sont toujours très difficiles parce que, en général, les États sont quand même obligés de faire des efforts difficiles, et puis les créanciers perdent de l'argent. Et c'est qui les créanciers? Les créanciers des États, c'est les banques, c'est les compagnies d'assurance, c'est les autres États. Donc derrière tout ça, il y a des épargnants, des ménages, des contribuables. Donc c'est pas neutre du tout, c'est pas du tout un de leurs. Si on annule massivement les dettes des États, ça va se traduire par des faillites de compagnies d'assurance vie ou de banques. Donc, si vous avez des contrats d'assurance vie, comme la plupart des Français, vous allez souffrir. Donc, l'annulation des dettes des États, c'est pas une excellente solution. Alors après, encore une autre solution envisagée par les économistes, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui. Les banques centrales. Les banques centrales, aujourd'hui, c'est elles qui financent en grande partie. Aujourd'hui, la dette publique de la France, par exemple, elle est détenue à 18%. Encore relativement, c'est pas la majorité, mais elle est détenue à 18% par la Banque de France pour le compte de la Banque centrale européenne. Donc, autrefois, il y a 10 ans, c'était rien du tout. Avant la crise de 2008-2009, les banques centrales ne faisaient pas, en tout cas dans la zone euro, ne faisaient pas ça. Donc, les banques centrales ont pris l'habitude de financer les États. Elles le font aujourd'hui massivement dans tous les pays de l'OCDE. Et donc, ce qui permet de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux très bas, c'est parce que les banques centrales achètent des obligations du Trésor, des obligations à quasiment tous les horizons, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc, à toutes les échéances, elles arrivent à maintenir des taux très bas et ça peut durer encore très longtemps. Et là, il n'y a pas de problème de remboursement. La Banque centrale, une fois que la dette de l'État une dette donnée arrivera à échéance, et ben, la Banque centrale lui reprêtera le même montant, continuera, etc. Donc on peut se dire finalement, où est le problème? Le problème, c'est que toutes les banques centrales dans le monde ont un mandat, un objectif qui est d'empêcher l'inflation. Et ce type de fonctionnement, la planche à billets, comme on dit, ou la monétisation de la dette de manière plus technique, ça risque quand même de se terminer par plus d'inflation. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas, c'est pas sûr. Pour le moment, ces dernières années, l'inflation elle est restée faible malgré, au niveau de la zone euro, des interventions très importantes de la BCE. Mais ça ne va peut-être pas durer comme ça éternellement. Qu'un jour ou un autre, à force d'alimenter et de mettre plein de liquidités dans le système et de financer des déficits publics de plus en plus importants, on va peut-être quand même finir par avoir un peu d'inflation. Et le jour où on aura plus d'inflation, bien une banque centrale, normalement, arrête, elle fait marche arrière, elle fait moins de crédit à l'économie, elle remonte les taux d'intérêt, et à ce moment-là, les États se retrouvent dans la même situation précédente, retrouvent le problème précédent, comme on fait avec des dettes publiques très élevées. C'est plus possible de faire appel au financement de la Banque centrale parce qu'elle arrête de financer. L'inflation, on essaye de la réduire et donc il ne reste plus qu'à essayer de réduire le déficit public en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses. Et c'est encore plus compliqué que ça n'était avant parce que la dette et le déficit sont encore plus élevés. Donc le financement par la Banque centrale, oui, c'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Mais il faut bien voir que ça n'est pas forcément éternel.
En plus, on a un problème particulier dans la zone euro. Et ça, je vais terminer là-dessus. On peut être assez inquiet pour l'avenir de la zone euro, parce que déjà à cause de ce problème d'inflation, le financement aujourd'hui par la Banque centrale risque de se terminer, d'avoir un effet inflationniste. Or, les pays de la zone euro, nos deux groupes de pays que je vous ai indiqués au début, ont vis-à-vis de l'inflation des besoins et des attentes qui sont très différents. Vous avez dans les pays du Nord, de l'Est de l'Europe, ont beaucoup moins besoin d'inflation parce qu'ils ont des dettes publiques beaucoup moins élevées et elles seront encore, à l'issue de la crise, beaucoup moins élevées que celles des pays du Sud. Donc, ils ont moins besoin d'inflation pour réduire, faciliter la gestion de leurs finances publiques. Et en plus, certains d'entre eux, comme l'Allemagne, ont une allergie historique à l'inflation qui fait qu'il n'en est absolument pas question pour eux. De l'autre côté, les pays du Sud, eux, en ont beaucoup plus besoin parce qu'ils ont des dettes publiques beaucoup plus élevées et finalement, l'inflation est peut-être la seule solution qui va leur permettre de résoudre le problème. Donc, eux ont un besoin d'inflation et puis une tolérance historique vis-à-vis de l'inflation qui ne les gêne pas trop. Donc, il va y avoir, le débat va être très difficile au sein de la zone euro et ça va être très compliqué. Alors, comme on est sur la zone euro, il y a encore aussi une autre solution dans la zone euro dont on parle beaucoup. La solution, ça consiste à mutualiser les dettes de la zone euro. Si vous mutualisez les dettes de la zone euro, au lieu d'avoir, je dirais, des Allemands qui empruntent à moins 0,5% et des Italiens qui empruntent à 2%, vous allez avoir une dette européenne avec un taux d'intérêt qui va être un mix des deux, qui va être, ça va être des emprunts à 1% par exemple. Donc les Italiens vont y gagner, ils gagnent, mais les Allemands ils perdent. C'est une mutualisation. Voilà, on peut aller encore plus loin d'ailleurs que la mutualisation des dettes. Il y a beaucoup de propositions dans ce sens, et c'est notamment ce que voudrait d'ailleurs le gouvernement français. C'est en fait avoir un véritable budget européen avec une possibilité de s'endetter, je dirais, au nom de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a un budget européen qui est très, très petit. Aujourd'hui, ça représente 1% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Et ce budget européen, il doit obligatoirement aujourd'hui être voté en équilibre. Donc les recettes sont égales aux dépenses, et ces dépenses, c'est 40% encore, par exemple, c'est les aides agricoles. Il y a des aides à l'industrie, il y a des transferts vers les pays de l'Est, etc. Mais c'est un tout petit budget voté en équilibre avec aujourd'hui pas de possibilité de s'endettement. Donc l'idée avancée par la France et beaucoup d'économistes, c'est de dire il faudrait un budget beaucoup plus important, financé par l'emprunt, des emprunts européens, donc à un taux qui serait intermédiaire entre le taux allemand et le taux italien, pour simplifier, et qui financerait des dépenses, des investissements d'avenir pour la transition énergétique, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous dites on va s'endetter pour financer des dépenses dans les pays de l'Union européenne, la question qui se pose, c'est on dépense dans quel pays et pourquoi faire? Et ça, même avec un budget limité à 1% du PIB, on a le plus grand mal à répondre à cette question. Aujourd'hui, quand on discute en ce moment, depuis l'année dernière, on discute en principe sur les prochains budgets européens pour les années 2021 et 2027. Ça fait 2 ans qu'on en discute et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord parce que déjà, on n'arrive pas à savoir si le montant de ce budget, ça va être 1,1 ou 1,2% du PIB. Et ensuite, à l'intérieur, on n'est pas d'accord pour le fait de savoir si on va continuer à financer la politique agricole commune ou si on va plutôt financer des aides à l'innovation ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ensuite, l'idée aussi aujourd'hui, évidemment, c'est de dire, mais ce budget, ces dépenses, cet endettement européen, il faudrait qu'il permette surtout d'aider les pays en difficulté. Et oui, alors, les pays en difficulté, les Allemands et les Hollandais disent, s'il s'agit d'aider l'Italie pour réparer les dégâts du coronavirus, améliorer son système de santé, voilà, il n'y a pas de problème. On est solidaire. Solidarité existe. Mais
S'il s'agit d'aider l'Italie pour qu'ils remettent la retraite à 60 ans, comme ils avaient l'intention de le faire il y a encore moins de 2 ans, là, on n'est plus d'accord. Quelque part, il y a tout le débat aujourd'hui au niveau européen, c'est un débat entre ceux qui appellent à la solidarité et ceux qui appellent à la responsabilité. Les pays du Sud voudraient que l'Europe soit plus solidaire, et la France aussi d'ailleurs. Les pays du Nord disent on veut bien être solidaire pour une crise sanitaire parce que ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de personne, etc. Mais uniquement pour ça. Pour le reste, vous devez être responsable. Et ce débat-là, pour le moment, il n'est pas encore résolu. Il est au cœur de, de toutes les négociations en ce moment au niveau de la zone euro. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver la solution. Donc, j'ai une assez grande inquiétude sur l'évolution de la zone euro. Et si les marchés financiers commencent à se poser des questions sur la pérennité de la zone euro, il va se passer ce qui s'est passé déjà en 2012, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont fortement remonter, comme en Italie, en Espagne, etc. Alors, là encore, je vais vous dire, la BCE va intervenir. La BCE a dit qu'elle ferait tout pour empêcher, voilà, pour sauver la zone euro. Elle ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, juridiquement, elle ne peut intervenir pour aider un pays en difficulté, comme ça pourrait être le cas de l'Italie. En droit, elle ne peut intervenir que si l'Italie passe un accord avec ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, dispositif de la Grèce, par exemple, mais ce genre d'accord suppose que l'Italie s'engage à faire des efforts budgétaires, ce dont l'Italie ne veut pas entendre parler aujourd'hui. En droit, c'est comme ça. Et alors, la BCE a dit qu'elle aurait une certaine souplesse d'interprétation de ces règles. Si vous avez fait attention à ce qui s'est passé il y a 2 jours, la Cour constitutionnelle allemande lui a rappelé qu'il ne fallait peut-être pas qu'elle exagère d'une certaine façon en interprétant trop souplement les règles européennes. Donc, on est au cœur d'un conflit là qui pourrait, je ne sais pas comment il va se terminer, hein, mais c'est assez inquiétant. Voilà pour cet exposé qui se termine par une note pas très optimiste. Et je ne suis pas très optimiste. Bon, merci François pour ce brillant exposé et complet. Hein. Oui, même Comment si. François qui Pardon? égal. Ah, ça y est, Louis-François a réussi à se connecter. Tu as entendu, Louis-François, j'espère, toute la conférence? Ah ben, je te remercie, oui. Je l'ai eu sur l'iPad. Parfait. Pas sur l'ordinateur. Bon, il y a un mystère. Bon, parfait. Donc, on va répondre. On va déjà regarder les questions qu'il y avait sur le chat, qui ont été enregistrées pendant l'exposé de François. Puis après, on pourra poser plus librement des questions à François hein, dans le temps qui nous restera. Donc, la première question que je vois sur le chat posée par Florian, c'est au propos des États-Unis. Bon, les États-Unis ont une approche ratio dette sur PIB bien différente des pays européens. Est-ce qu'il y a un risque au niveau États-Unis que ils aillent trop loin en termes d'injection de cash hein, je crois que c'est 2000 ou 3000 milliards de dollars qui sont en train d'être injectés dans l'économie américaine. Est-ce que les Américains peuvent avoir une situation de faillite ou d'effondrement du fait qu'ils dépasseraient des bornes que tu mentionnais tout à l'heure? Non, alors, donc fin 2019, en fait, la dette publique des États-Unis était inférieure à celle de la France. Donc, si on prend la définition OCDE, ils 108, étaient, hein, oui. voilà, 108%, et nous, on était en fait, avec cette définition-là, déjà à 123% du PIB. Donc, ils partent déjà d'un niveau qui est inférieur. Donc, maintenant, ils vont en effet beaucoup s'endetter. Donc là, le plan Trump est en effet considérable, et donc ils vont beaucoup. Et en plus, je pense que la chute de l'activité aux États-Unis risque d'être, va être aussi brutale qu'en Europe. Donc, ils vont beaucoup s'endetter. Les États-Unis ont un privilège en matière d'endettement. Le privilège, c'est le dollar. C'est-à-dire que même s'ils ont une dette très élevée, je crois que personne n'imagine que les États-Unis ne remboursent pas leur dette, que les États-Unis fassent faillite, parce que de toute façon,
c'est le dernier endroit où on ira placer son argent. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, ce sont les pays émergents et les pays en développement. Parce que beaucoup émettent des emprunts au dollar qui vont en devises étrangères qui ne vont pas avoir à rembourser, et leurs emprunts en monnaie nationale, leur monnaie, le fait qu'ils auront beaucoup de mal à rembourser se traduit par une dépréciation très forte de leur monnaie nationale et donc par des pertes de pouvoir d'achat. Et tout ceci est aggravé par le fait qu'il y a des sorties de capitaux gigantesques en ce moment de ces pays. Vers où? Vers les États-Unis. Vers les États-Unis, les gens achètent dans ces pays, les gens achètent des dollars et ça permet finalement de financer la dette américaine. Donc aujourd'hui, les États-Unis jouent un rôle de refuge. Le dollar est une monnaie refuge. Personne n'imagine que les États-Unis feront défaut sur leur dette et donc les États-Unis peuvent continuer à s'endetter encore pendant longtemps. La limite, elle est la même que dans tous les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les États-Unis reçoivent beaucoup de capitaux venant d'autres pays, l'endettement est tellement important qu'il y en a quand même aussi une bonne partie qui est assurée par la Réserve fédérale, par la Banque centrale. La Réserve fédérale, comme en Europe, comme au Japon, comme partout, achète des emprunts publics de la fédération ou même d'ailleurs parfois des États fédérés. Elle va pouvoir continuer à faire ça pendant longtemps jusqu'à ce que, éventuellement, l'inflation revienne aux États-Unis et redevienne trop forte. Parce que la Fed, comme toutes les banques centrales, elle est indépendante et elle a pour mandat d'éviter une inflation trop forte. Et ce jour-là, elle arrêtera ou elle limitera le financement de l'État fédéral et il faudra que l'État fédéral trouve d'autres solutions. Maintenant, même dans ces cas-là, je pense qu'il arrivera toujours à trouver des solutions parce que ce sont les États-Unis. Voilà, après d'autres commentaires de Florian, il faisait mention que les charges sociales des sociétés fermées vont être annulées. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre après-midi, les 3 mois. Oui, on y vient. C'était pas le cas dans la loi de finances, la deuxième loi de finances rectificative qui a été votée il n'y a même pas 15 jours, mais on est déjà en train d'évoluer. Et donc, mais ça me semble tout à fait nécessaire. Je le dis depuis le début. Tu l'avais dit, oui, tout à fait. Parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on reprenne le contrôle de la dette et qu'on arrive à réduire le déficit. Moi, je suis favorable à ce qu'on mette le paquet en 2020. C'est-à-dire, je pense qu'il faut en 2020, il faut annuler, on peut annuler 3, 4, 5 mois de charges sociales. L'essentiel, c'est que ce soit des mesures temporaires. Il faut mieux, je suis favorable à annuler, mettons, 6 mois de charges sociales. Mais en revanche, je suis opposé à des mesures durables de baisse d'impôts ou de cotisations sociales. Parce que aujourd'hui, on annule 6 mois, ça nous coûte peut-être 100 milliards d'euros, mais c'est 100 milliards d'euros en 2020, et à partir de 2021-2022, on revient à une situation où les cotisations sociales reprennent, on reprend les mêmes cotisations sociales, on retrouve les mêmes cotisations sociales qu'avant. Donc il faut mettre le paquet cette année, mais ne prendre que des mesures temporaires comme ça, annuler 2 ou 3 mois de cotisations sociales, mais ne pas hypothéquer l'avenir en décidant que, par exemple, on allait supprimer je ne sais quel impôt. De la même façon, je pense qu'aujourd'hui, on peut et il faut d'ailleurs accorder des primes exceptionnelles à des tas de gens dans la fonction publique, les soignants et d'autres d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en revanche, parce que c'est une fois pour toutes, c'est une prime exceptionnelle. En revanche, ce qu'il ne faudrait pas faire, par exemple, c'est augmenter la valeur du point de la fonction publique. Si vous augmentez la valeur du point de la fonction publique, ça veut dire que les salaires publics seront plus élevés tout le temps à partir de cette année. Donc oui, il y a des mesures massives comme une annulation de 3 ou 4 mois ou ce que vous voulez de cotisation sociale, mais en 2020 et que ce ne soit pas durable. Ça reste conjoncturel. Voilà. Après, il y a Didier, tu avais une question, je te laisse peut-être la reprendre. J'ai fait une rafale de questions, mais tu as répondu, François, à la première. Certains éditorialistes disent que la BCE peuvent racheter notre dette sans limite. Par quel processus donc
tu l'as rappelé. Est-ce que cela est simplement un changement de créancier? J'ai l'impression. Est-ce que c'est une réduction de la dette nationale? Non, je n'ai pas l'impression que c'est une réduction de la dette nationale. Est-ce que cela n'est pas le début aussi d'une mutualisation européenne pour nous quand la BCE rachète? Non, quand la BCE, en fait, la BCE rachète des dettes, des obligations du Trésor français, ça ne réduit pas la dette publique de la France. C'est-à-dire, au lieu de devoir cette dette à la BNP ou à AXA ou à je ne sais pas qui, l'État français la doit à la BCE. Mais il doit toujours une dette et avec une charge d'intérêt, dans la mesure où les taux d'intérêt sont significatifs. Donc, ça ne réduit pas la dette publique. Le seul avantage, c'est que la BCE est un créancier sûr, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un créancier privé qui, du jour au lendemain, peut dire « bon, remboursez-moi mes dettes et puis après, moi, j'arrête ». On peut espérer que la BCE continuera à prêter aux États et racheter leurs dettes pour éviter la catastrophe. C'est ce que la BCE a dit, ce que Mario a dit clairement en 2012 et ce qui a permis en 2012 de calmer les marchés financiers. Quand il leur a dit je ferai tout pour tout ce qui est possible pour éviter un éclatement de la zone euro. Les marchés ont compris, c'est j'achèterai les obligations du Trésor italienne, espagnole, grecque, etc. en quantité illimitée s'il le faut et pour l'éternité et autant de temps qu'il faudra. Donc à partir du moment où ça se passe comme ça, il n'y a plus de problème. Sauf que comme tout ceci peut se terminer par de l'inflation et que les Allemands ont horreur de l'inflation, les Allemands ont dit non mais attendez, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Vous ne pourrez faire ça qu'à partir du moment où l'État en question aura passé un accord avec ce fameux mécanisme européen de stabilité dans lequel il va s'engager à prendre des mesures pour réduire son déficit, sa dette, etc. Et s'il ne veut pas passer un tel accord, juridiquement, non, la BCE ne peut pas acheter des titres italiens en quantité illimitée. Et même aujourd'hui, quand la BCE annonce qu'elle va augmenter de 750 milliards d'euros ses titres publics, il y a une règle qui dit que ces 750 milliards d'euros, ils vont être répartis entre tous les États membres de la zone euro en fonction ça va être la même répartition que le capital de la BCE. Et le capital de la BCE, il est réparti en fonction du poids économique du PIB de chaque pays. Donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, normalement, la BCE ne peut pas acheter plus de titres italiens que de titres allemands. Parce que le poids de l'Allemagne étant supérieur, elle doit acheter plus de titres allemands que de titres italiens. Et répartir comme ça ces 750 milliards d'euros. La BCE a dit que oui, cette règle existait, que bon, peut-être que temporairement, là, au moins pendant quelques mois, elle pourrait déroger à cette règle, puis elle y reviendra un peu plus tard, elle achètera moins de titres italiens et plus de titres allemands. Et la règle existe, elle la limite, et je pense que la signification profonde de l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande d'il y a 2 jours, c'est ça. C'est attention, ne prenez pas trop n'interprétez pas les règles de manière trop flexible. Donc, j'avais une autre question qui est ne peuvent pas compter sur un financement illimité de la BCE aujourd'hui. Pas illimité. J'avais une autre question qui était plus un commentaire, mais peut-être que le développer, ça va nous faire remonter trop loin au niveau de Maastricht. Mais quand les individus font de la dette et font des emprunts, on rapporte ces emprunts à leur capacité d'endettement en fonction de leur income, en fonction de leurs revenus. Or, aujourd'hui, la dette est rapportée au PIB. Et moi, je trouve, mais c'est personnel, que c'est une présentation très trompeuse parce que si on a un PIB à 2300 giga-euros et par contre un budget de l'État qui est plutôt 10 fois moindre, de l'ordre de 250, effectivement, tu disais tout à l'heure que la charge de l'intérêt, c'est de l'ordre de 30 milliards. 30 milliards sur 2300, c'est rien du tout. 30 milliards sur 250 milliards de budget d'income de l'État, c'est beaucoup plus significatif. Donc, pourquoi est-ce que ce poids de la dette n'est pas aussi… Alors, je ne veux pas remettre en cause Maastricht, hein, ça a été fait comme ça a été associé comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne présente pas aussi
le poids de la dette en fonction de l'income, comme c'est fait pour tout le monde. Ça serait peut-être beaucoup plus compréhensible par tout le monde d'ailleurs. Critère de 60% de Maastricht auquel tu fais référence. On peut, hein, ça existe. Hein, il y a des, on peut. Le problème, c'est que en fait, l'income, en effet, il est très variable d'un pays à l'autre. Nous, on a un income, des prélèvements obligatoires qui sont bien plus élevés que les autres. Et il y a des pays pour lesquels ils sont plus bas. L'idée, c'est que, bon, d'abord, le PIB, c'est l'assiette des recettes publiques, hein, c'est l'assiette de l'income pour les États, etc. Plus le PIB augmente, d'ailleurs, empiriquement, chaque fois que le PIB augmente de 1%, les prélèvements obligatoires à législation constante augmentent de 1% aussi. C'est une approximation de l'assiette sur laquelle on prélève. Alors, ce n'est pas l'income lui-même, c'est le marché. Ce n'est pas le chiffre d'affaires lui-même. Et l'income des États, il dépend du taux des prélèvements obligatoires. L'idée qui est derrière le 60% du PIB, c'est que vous pouvez quand même, ça donne quand même une idée approximative de ce que vous pouvez gagner. Alors, il y a des pays, en effet, qui ont des prélèvements obligatoires bien plus faibles que la France, qui sont à 30%. Ils peuvent peut-être augmenter leur taux de prélèvement obligatoire parce que, en pourcentage du PIB, il est faible. Donc, ils peuvent l'augmenter. Donc, ça mesure leur PIB, mesure quand même leur capacité à lever des impôts, quitte à augmenter les prélèvements obligatoires jusqu'au niveau maximal, peut-être jusqu'au niveau français. Voilà, c'est un raisonnement un peu tortueux, mais il fallait bien trouver, je dirais, un indicateur valable pour tout le monde et qui tienne compte de la taille d'ailleurs de chaque pays et quelque part qui représente quand même la capacité, pas l'income réel, comme tu dis, mais une capacité d'income, d'une certaine façon. Alors, question suivante, c'est la mienne. Tout à l'heure, tu as mentionné que le contexte était favorable. Je peux vous comprendre si je me familiarise avec votre façon de parler. Il me faut votre autorisation pour aider. Allô, tu m'entends? Je sais pas, il y a quelqu'un qui parle, ça va être un robot. Oui, je pense que c'est un Google qui s'est mis en route. Ah oui, c'est étonnant là. Oui, donc ma question, tu faisais référence au taux qui était relativement bas en ce moment, mais le taux apparent il est un peu plus élevé parce on s'est endetté précédemment, mais il baisse. Hein. Oui. Et le pari, c'est de dire la croissance qui va revenir permettra sera supérieure à ce taux d'intérêt apparent et que donc ça va se résorber. Bon, sauf que le taux de croissance, au fil des années, on voit qu'il est 3%, 2%, 1%. La tendance, elle est plutôt à arriver à une neutralité ou même une décroissance. Certains pensent qu'il y aurait une décroissance. Qu'est-ce qui se passerait si vraiment on arrivait dans cette zone où la décroissance devenait permanente? Et quel serait l'engrenage? Comment ça se déroulerait? Est-ce que ça risque pas de s'accélérer, de s'emballer? Pour arriver à stabiliser, donc la condition nécessaire, comme disent les économistes, pour éviter une crise des finances publiques, c'est au moins de pouvoir stabiliser la dette publique, en pourcentage du PIB. Pour arriver à stabiliser la dette publique, il y a une petite formule très simple à démontrer, mais je vous passe la démonstration, qui consiste à dire qu'il faut arriver à avoir ce qu'on appelle un solde primaire, c'est-à-dire le solde hors charge d'intérêt. Il faut qu'on ait un solde primaire qui soit, d'autant plus élevé que la différence entre le taux d'intérêt de la dette, le taux d'intérêt sur le stock de la dette, qui aujourd'hui est encore de 1,5%, et le taux de croissance du PIB est important. Donc, la formule, c'est il faut que ce solde primaire soit au moins égal à taux d'intérêt de la dette moins taux de croissance de l'activité du PIB, le tout multiplié par le niveau de la dette. Donc, si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, plus la dette est élevée, plus il faut dégager un excédent primaire, c'est-à-dire un solde avant charge d'intérêt élevé. Donc, ça veut dire que plus on laisse la dette augmenter, plus il est difficile de la stabiliser, plus il faut faire d'efforts. La particularité depuis quelques années,
c'est que ce taux d'intérêt de la dette, il diminue, en effet, au fur et à mesure qu'on remplace des vieux emprunts à taux élevés par des nouveaux emprunts plein à taux très faible. Il était encore de 1,5% l'année dernière et il va continuer à baisser. Et donc, il est inférieur au taux de croissance de l'activité en temps normal, sachant que quand je dis taux de croissance de l'activité, c'est le taux de croissance du PIB en valeur, y compris l'inflation. Donc, le taux de croissance normal ces dernières années du PIB en France, c'était de l'ordre de 3%. C'était 1,5% de croissance en volume et puis 1,5% d'inflation. Donc, on était dans une situation déjà depuis quelques années avec un taux d'intérêt apparent de la dette qui est inférieur au taux de croissance. À ce moment-là, la formule, elle nous dit que pour arriver à stabiliser la dette, ce n'est pas un solde primaire positif qu'il faut, c'est un déficit. Il suffit d'avoir un déficit. Et un déficit primaire qui est d'autant plus élevé, d'autant plus important que la dette est importante. Donc il n'y a pas de problème pour stabiliser la dette. Donc, ça, c'est ce que disait d'ailleurs, c'était un grand débat entre les économistes juste avant la crise. Vous voyez des gens comme Olivier Blanchard, qui était l'ancien économiste en chef du FMI, il disait mais il n'y a plus de problème de soutenabilité des dettes publiques. On pourra toujours stabiliser la dette. Alors, ce qu'il ne disait pas, c'est qu'on pourra toujours la stabiliser, mais comme je vous disais tout à l'heure, peut-être à 130, 150, 200% du PIB. On convergera toujours vers un certain niveau d'endettement. Mais si on converge vers un niveau de 200% du PIB, on aura peut-être des problèmes avant. Voilà. Mais en tout cas, ceci est toujours vrai. Si on pense qu'à partir de 2021-2022, on va quand même retrouver un niveau de croissance de l'activité qui va être supérieur, inflation comprise, à 1,5%. Et même à 5,5%, lui-même, il va diminuer. Donc, raisonnablement, on va toujours rester toujours dans cette situation encore pendant quelques temps. C'est-à-dire dans une situation où on peut toujours stabiliser la dette publique, mais on peut la stabiliser, ça peut être à un niveau très élevé. Et ça, c'est risqué parce que peut-être qu'un jour, parce que l'inflation sera repartie, etc., les banques centrales seront amenées à remonter les taux d'intérêt. Donc à ce moment-là, de manière aussi très progressive, le taux d'intérêt apparent sur le stock de dette, il remontera progressivement et puis un jour, il redeviendra supérieur, il pourrait redevenir supérieur au taux de croissance. Le jour où il redeviendra supérieur au taux de croissance de l'activité, à ce moment-là, la petite formule nous dit qu'il faudra dégager un excédent primaire, un solde public excédentaire avant charge d'intérêt très élevé, parce qu'il sera proportionnel au niveau de la dette. Donc ce jour-là, on sera très mal. Question suivante de Didier à nouveau. Oui, tu disais, François, qu'il y a un moyen, c'est de créer de l'inflation, un moyen de faire baisser la charge de la dette, c'est de créer de l'inflation, mais est-ce que ça ne dépend pas de la façon dont est libellée la dette? Si une bonne proportion de la dette est en monnaie étrangère, ce qui est sans doute le cas en Europe, mais qui n'est pas le cas aux USA, est-ce qu'en créant de l'inflation, ça va aussi mécaniquement augmenter le volume de la dette, tout comme le PIB? Donc, est-ce que peut-être que quelque part, ça n'est pas du tout une bonne solution pour nous, c'est-à-dire pour les pays qui ont des dettes libellées en monnaie étrangère? Nous, on n'a pas une dette qui est vraiment libellée dans une monnaie étrangère. On ne maîtrise pas totalement notre monnaie, mais c'est quand même notre monnaie nationale. Ce que je dis est vrai pour un pays qui est typiquement un pays en développement, qui est endetté complètement en dollars, en euros, etc., qui a sa propre monnaie. Le fait qu'il y ait de l'inflation sur le dollar zimbabwéen, que l'inflation sur le, je ne sais pas comment il s'appelle, vénézuélien, soit de 1000%, ça ne change rien au fait que ça n'allège en rien la dette publique vénézuélienne ou zimbabwéenne, parce que elle est libellée en dollars, et donc que ces monnaies-là augmentent, ça veut dire que le taux de change de cette monnaie va se déprécier, mais ça ne changera rien. En effet, voilà. Nous, on est dans un cas un peu différent. C'est quand même l'euro est notre monnaie. Tous les prix en France sont libellés en euros et on s'endette en euros. Donc, et on s'endette en euros, c'est-à-dire que la majorité de notre dette est en euros. Dans notre monnaie nationale. Ah d'accord, voilà. Donc c'est l'euro. Ouais, qui est l'euro.
Et toutes les dettes, la dette publique française, elle est quasiment entièrement en euros. Hein. La dette de l'État français, elle est en euros. Les seuls qui ont une dette, il y a quelques collectivités locales qui, à certaines époques, avaient souscrit des emprunts bizarroïdes dans des devises exotiques. Mais sinon, la dette publique française, elle est en euros. Question suivante, c'est est-ce que la dette, j'ai entendu parler de la dette perpétuelle, est-ce que c'est un concept qui est envisageable? Est-ce que, ou finalement on rembourse toujours que les intérêts pendant une éternité et on Non seulement jamais? c'est envisageable, mais c'était le mode privilégié d'endettement de l'État au XIXe siècle. Oui. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle en France, l'État mettait des rentes perpétuelles, c'est-à-dire mettait des obligations qui n'étaient jamais remboursées, mais qui permettaient aux détenteurs de l'obligation d'en tirer chaque année 2% ou 3%, mais elles n'étaient pas remboursables. Ces rentiers perpétuels, comme on les appelait, comme Keynes l'a dit, ont été euthanasiés par la Première Guerre mondiale, en fait par l'inflation liée à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'avec leur rente perpétuelle à 2%, quand l'inflation tout d'un coup, pendant la Première Guerre mondiale, est passée à 10 ou 15%, bah, leur rente perpétuelle ne leur permettait plus de vivre. Et ils en sont morts économiquement. Donc ça existe, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, ça serait envisageable dans une période où l'inflation est basse? Ça serait... Il y a déjà l'État français émet déjà à des horizons, avant la crise, émettait à des horizons très lointains, 50 ans. Ce n'est pas encore le perpétuel, mais 50 ans, c'est quand même déjà pas mal. Il y a des États qui ont émis à des dettes à plus que 50, vers 60 ou 70 ans, je ne sais plus lesquels. Donc, ça existe. Le problème, c'est que pour souscrire ce genre de... Si vous êtes créancier et vous voulez placer votre argent, que vous soyez un banquier, compagnie d'assurance vie, pour acheter ce type d'obligation perpétuelle, il faut que vous soyez quand même sûr que vous n'allez pas être euthanasié comme les rentiers du 19e siècle par l'inflation. C'est quand même pas garanti. Même si aujourd'hui l'inflation est faible, ça vous oblige à faire un pari sur ce qui va se passer pendant 50 ou 100 ans. C'est le principe des emprunts russes aussi? Il n'y en a pas beaucoup qui font ce pari. Donc, ça existe, mais c'est en quantité très, très limitée. Les seuls qui achètent ça sont des gens qui font des paris. Hein, voilà, c'est un peu spéculatif quand même d'acheter aujourd'hui de la rente perpétuelle. Alors, les seuls qui pourraient acheter des dettes perpétuelles d'État, c'est les banques centrales. Mais comme la Banque centrale, son problème, c'est qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'elle limite les financements à l'économie, aussi bien aux États qu'aux banques, etc. Une banque centrale n'a pas intérêt à faire des prêts perpétuels, parce qu'il faut qu'un jour, son intérêt, c'est qu'un jour, elle se fasse rembourser ses créances, de sorte qu'elle puisse dire, eh bien, demain, je vous prête un peu moins, parce que je veux mettre un peu moins d'argent dans l'économie, parce que je veux limiter l'inflation. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, historiquement, jusqu'à la crise de 2008-2009, les banques centrales ne prêtaient qu'à des échéances très courtes. Hein. Les prêts des banques centrales, c'était des prêts sur le marché monétaire, c'est-à-dire c'était des prêts du jour au lendemain, à 3 jours, à 8 jours, au maximum à 1 mois. C'est seulement depuis la crise de 2008, et ça dans l'ensemble du monde, et c'est seulement depuis la crise de 2008-2009 que les banques centrales se sont mis à prêter à des échéances beaucoup plus longues et à acheter des titres d'État, des obligations d'État à 5 ans, 10 ans, etc. Mais les banques centrales, c'est complètement contraire à leur, je dirais, à leur raison d'être d'aller acheter des dettes perpétuelles. D'accord. Alors après, une question de Philippe. Philippe, je peux te laisser poser ta question. Oui, questions, s'il y en a plusieurs. Deux questions. En fait, je vais peut-être commencer par la deuxième. En fait, dans le panier de monnaies qui composent l'euro, donc on les a fixés au moment de la création de l'euro, est-ce qu'il n'y a pas finalement un levier sur un éventuel réajustement des monnaies qui composent l'euro pour tenir compte des disparités des pays telles qu'elles existent aujourd'hui par rapport à ce qu'on a dit sur des politiques monétaires, budgétaires différentes? Voilà. Et donc un nouvel ancien euro. Sauf à faire sauter la zone euro et à revenir aux marques, aux florins et à la lire et aux francs, non.
Le principe même de la création de l'euro, ça a été justement de geler définitivement ces parités de façon à éviter justement la raison pour laquelle on a créé l'euro. C'est la France qui a voulu l'euro, c'est pas l'Allemagne. La France a voulu l'euro parce que avant la création de l'euro, elle avait une monnaie qui s'appelait le franc et qui était dépréciée en permanence parce que la France avait en permanence des problèmes de compétitivité, notamment par rapport à l'Allemagne. Donc, il y avait en permanence des pressions à la baisse sur le franc. Donc, la France essayait en permanence de stabiliser le franc par rapport aux marques. Ça fait l'objet au début, dans les années 70, c'était le système monétaire européen. L'idée du système monétaire européen, c'était par des interventions des banques centrales sur le franc et sur le marque, arriver à stabiliser le cours du franc et du marque dans un tunnel, comme on disait à l'époque, dans un tunnel assez étroit. Le problème de la France, c'est que pour arriver, comme la pression des marchés était en permanence à faire baisser le franc, la France était en fait complètement liée aux décisions de la Bundesbank. Parce que si vous voulez défendre votre monnaie, il faut que vous puissiez acheter votre monnaie, que la Banque centrale, la Banque de France, achète des francs en vendant des marques. Mais le problème, c'est que vos réserves en devises, les réserves en marques, elles ne sont pas illimitées. Elles n'étaient pas illimitées. Donc, pour empêcher une dépréciation du franc, la Banque de France était obligée de remonter ses taux d'intérêt au-dessus de ceux de la Bundesbank pour attirer les gens, pour leur dire, mais voilà, placer en francs, ça vous rapportera beaucoup plus qu'en marque. Donc, en fait, on dit qu'on a perdu notre autonomie monétaire, on ne l'a pas du tout perdue, on ne l'avait pas. Alors, on avait une politique monétaire qui était complètement liée à celle de l'Allemagne, de la Bundesbank. Donc, c'est pour éviter ce genre de choses qu'on a créé l'euro. Et donc, en créant l'euro, à partir du moment où on crée l'euro, il n'y avait plus de dévaluation possible. Donc, il n'y a plus de dévaluation possible parce qu'on ne peut pas faire ce que vous proposez, c'est-à-dire changer les parités. Si on change les parités, si on changeait les parités initiales, ça voudrait dire qu'en fait, on peut avoir des dévaluations et des réévaluations. C'est justement ce qu'on ne voulait pas, on ne veut toujours pas. Sauf si on décide, un pays décide qu'il ne participe plus à l'euro. À ce moment-là, soit sa monnaie se déprécie, ça sera probablement le cas si c'est l'Italie et probablement la France, soit sa monnaie, à ce moment-là, sa monnaie se réapprécie, ça serait le cas si les Hollandais quittaient l'euro ou les Allemands. Et donc là, en effet, on retrouve d'autres parités, mais parce que l'euro a éclaté. D'accord, mais là, vous le voyez uniquement en cas de sortie du panier de monnaie, en sortie de l'euro. C'est la seule solution. Sinon, techniquement, okay. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis, c'est très clair, merci. Et la deuxième question, en fait, elle est plus sur nos relations avec des pays d'Afrique, la réforme en cours sur le franc CFA et les propositions d'annulation de notre président qui était de porter des discussions sur l'annulation de l'endettement des pays d'Afrique. Donc, quelles incidences sur nos comptes nationaux? Je ne sais pas si vous avez la granularité d'informations, je vous écoute. Alors, de manière générale, non seulement les pays africains, mais l'ensemble des pays en développement et des pays en émergents vont être dans une situation dramatique. Parce que eux sont beaucoup, justement, ils sont très endettés en devises étrangères, en dollars, en euros, en yens. Voilà. Donc là, ils vont avoir une chute de leur activité, une chute de leurs recettes publiques, des déficits publics qui vont augmenter considérablement et des besoins et un endettement qui va augmenter considérablement, avec en plus des capitaux qui s'en vont. Donc ils vont être dans une situation dramatique et donc en effet, pour eux, la solution, l'espoir, c'est une annulation des dettes. Le problème, sur le même, en cas de restructuration ou d'annulation de dette, c'est que si vous avez des créances sur un pays et que vous annulez cette créance, vous faites une perte. Si vous êtes une banque, cette perte va se traduire donc par des résultats négatifs, par le fait que vous allez peut-être devoir refaire votre résultat en augmentant le taux des prêts auxquels vous prêtez les agents privés. Voilà. Et donc, il y a partout des gens qui vont perdre de l'argent. Et donc, le problème, c'est de partager ces pertes.
C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que les créanciers de ces États, qui sont très nombreux, se mettent d'accord. C'est comme pour une entreprise qui dépose son bilan et dont les créanciers, et à qui on demande aux créanciers de faire des efforts et d'abandonner une partie de leurs créances. Il faut arriver à trouver des règles qui font que chacun il perdra temps, que la restructuration sera temps. Et ces discussions, ce type de discussion sur les annulations de dettes des pays en développement ont toujours été très difficiles parce que les États ont des intérêts différents. Ils ont des intérêts économiques et ils ont des intérêts géopolitiques aussi. Le jour où on voudra annuler les dettes, on va annuler les dettes des pays en développement, des pays émergents, que ce soit les pays africains ou d'Asie ou d'ailleurs, il va falloir trouver un accord. C'est le FMI qui organise ce genre de choses pour ce qui est des dettes publiques des États. Il va falloir trouver un accord entre les États et donc, et là, je ne suis pas sûr que les Chinois et les Américains aient exactement les mêmes objectifs et veuillent annuler les dettes des mêmes pays. Donc on va retomber toujours sur des jeux politiques. La France va vouloir aider les pays africains, ça c'est clair, mais pas sûr que les Chinois et les Américains aient autant envie que nous d'aider les pays de la zone CFA. Pas du tout, c'est pas évident. Il y a une autre solution d'ailleurs au niveau international qui existe depuis très longtemps. C'est qu'au lieu d'annuler les dettes de ces pays, on pourrait leur donner de l'argent. Et il y a il existe une monnaie internationale qui s'appelle le DTS, c'est prévu dans les statuts du FMI. C'est une monnaie qui peut être créée à partir de rien par le FMI et qui est convertible en autres devises, en dollars, en euros, etc. Donc l'idée qui est une proposition qui est faite par des pays comme la France, d'ailleurs, depuis très longtemps, consiste à dire il faudrait que le FMI fasse une émission particulière, spéciale, une nouvelle émission, ce qu'il y en a déjà eu dans le passé, mais il y a très longtemps, de DTS au profit des pays africains, par exemple, ou de pays d'Asie qui sont dans la même situation. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on en parle et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que si vous faites ce genre de proposition, la question suivante, c'est alors on donne combien de DTS à quel pays? Alors là, en fonction du PIB, en fonction de je ne sais quel autre critère, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ok, merci. D'autres questions? Si parmi vous, quelqu'un veut poser une question, on peut débloquer les micros. Vous pouvez débloquer votre micro, poser une question. Je ne sais pas si mon micro est bloqué. Louis-François, on t'entend, Louis-François, vas-y, ça marche. Vas-y. Non, j'ai rien à dire. Bon. Je suis subjugué. Ah. Tu me vois, mais moi, je ne te vois pas. Non, on ne te voit pas, Louis-François. Ah bon. Tu m'entends là? On t'entend, oui. Qui c'est, monsieur D.A.? Didier Allary, qui est… Et bonsoir, c'est Didier Allary, promo 81. Voilà. Ah, un petit jeune. Tout est relatif. Merci. Oui, un petit jeune. Sinon, d'autres questions? Charles, il y a deux Charles avec nous, Charles Desrodiers et Charles Bernard. Arnaud, Guillaume, je vois qu'il y a Guillaume aussi qui nous a rejoint. Philippe a déjà posé une question. Florian. Bon, sinon, je vous ai rajouté le lien vers le site que gère François. Enfin, là, vous trouverez une mine d'informations, des billets qui sont tenus à jour régulièrement. Enfin, François fait un travail remarquable pour tenir à jour son site, parce qu'un site, si les données qui sont derrière ne sont pas actualisées, elles deviennent vite obsolètes. Un beau travail. Et donc, je sais que tu y passes beaucoup de temps et je vois toutes les mises à jour, et c'est vrai que c'est toujours intéressant sur un sujet de données d'aller lire le billet qui s'y rapporte, et qui sont en règle générale tous remis à jour comme il le faut. Voilà, donc ça c'est le lien que j'ai mis ici vers le site qui s'appelle FIPECO. Voilà, d'autres questions? Sinon… Oui, c'est Arnaud. J'avais une question pour François. Tu parlais d'inflation, mais évidemment, comme tu le soulignes, l'inflation, ça sera l'inflation au niveau de la zone euro, ce qui veut dire que les Allemands auraient peut-être une opinion, comme tu l'as souligné, pas forcément très enthousiaste sur
cet élément d'inflation. Donc, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on puisse utiliser cet outil pour équilibrer le budget? C'est très difficile dans la zone euro. C'est envisageable dans d'autres pays qui n'ont pas le même problème de coordination entre des pays différents avec des besoins différents et des objectifs différents. En plus, il y a une difficulté supplémentaire dans le cas de la zone euro, c'est que bon, non seulement voilà, on va avoir des pays du Nord qui sont allergiques à l'inflation et qui n'en ont pas besoin, et des pays du Sud qui sont tolérants à l'inflation et qui en ont besoin, mais en plus, plus l'inflation est forte, plus je dirais les écarts d'inflation entre les différents pays sont importants aussi. Et donc, en fait, une inflation plus forte, aujourd'hui, avec une inflation mettons, à 1%, ça veut dire que l'inflation est peut-être de 1,5 en Italie et de 0,5 en Allemagne. Voilà, pour simplifier. Donc, il y a un écart de 1%. Si l'inflation était de 10%, le plus probable, ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'à ce moment-là, ça veut dire une inflation de 8 en Allemagne et une inflation de 12 en Italie. Donc, un écart de 4 chaque année. Donc, plus d'inflation, ça veut dire aussi, assez probablement, des écarts de compétitivité, parce que derrière l'inflation, c'est les prix des entreprises, des écarts de compétitivité qui s'accroissent aussi. Donc, des problèmes pour les entreprises italiennes de compétitivité, de perte de part de marché, etc. Et au contraire, pour les Allemands, toujours des gains de part de marché, etc. Donc là, plus d'inflation aussi, ça veut dire, enfin, non seulement, voilà, il y en a qui en ont besoin et les autres qui n'en ont pas besoin, il y en a qui sont allergiques et il y en a qui sont tolérants, mais en plus, ça risque de se traduire par des écarts de compétitivité et donc des problèmes et concrètement des problèmes de compétitivité pour les entreprises. Donc, c'est très difficile à gérer. Je pense, dans la zone euro, je pense qu'un peu d'inflation, ça ne ferait pas de mal. Je pense que si l'inflation dans la zone euro remonte à 3-4%, bon, les Allemands ne diront pas grand-chose et ça pourra avoir un effet favorable sur les finances publiques. Mais le problème, c'est que les pays du Sud en voudront toujours plus et risquent de créer de l'inflation. Moi, je pense que dans un pays comme la France, on va avoir des revendications. Alors, c'est là où on n'est pas sûr que l'inflation repart, parce qu'il va y avoir du chômage, ça va limiter l'inflation. Mais on va avoir des revendications salariales, à commencer par la fonction publique, qui vont être très importantes dans les mois et les années qui viennent. Donc, on peut avoir de plus en plus d'inflation. Mais voilà, si on en avait un peu, ça serait bien, mais si on en a trop, c'est moins bien. Bien au-delà des 2% quel mandat de la BCE, on pourrait aller à 3 ou 4. La BCE, ouais, l'objectif de la BCE, c'est 2%. Mais il y a déjà, en 2011, lorsque l'activité est repartie en 2010-2011, l'inflation a été supérieure à 2% en France et dans la zone euro. On est monté à 2,5%. Donc, ça pourrait être pareil, là. Et ça pourrait être plus, et ça pourrait être bien plus. C'est pas une prévision parce que ça n'est pas sûr. Si ça remontait à 3%, ça serait très bien. Tout le monde serait content, mais ça serait très bien. Si on passait de 3% à 4%, à 5%, à 6%, comme ça a été le cas dans les années 60, 70, 80, ça serait beaucoup plus embêtant. On était même au-delà, je me souviens. Oui, bien sûr. 10%. On était bien au-delà de 10%. Oui. Et la désinflation a été très difficile. La désinflation, elle s'est faite dans les années 90. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu désindexer les revenus. Voilà, ça a été compliqué. D'autres questions avant qu'on termine cette soirée? Je vais vous donner juste une précision, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, c'est qui possède la dette publique française? En fait, on ne sait pas très bien, parce que l'État sait à qui emprunte directement, mais après, les obligations de l'État, elles sont échangées sur le marché. Et donc, on ne sait pas toujours qui finalement les détient.
on a quand même quelques idées. On sait qu'elle est détenue, la dette de l'État, hein, qui n'est pas la dette, c'est pas la dette publique totale, la dette de l'État, elle est détenue pour un peu plus de la moitié par des non-résidents. Et ces non-résidents, c'est pour moitié des Européens et pour moitié des non-Européens. Les non-européens, c'est des fonds souverains, c'est des États, Japon, Singapour, Hong Kong, voilà, ceux qui n'ont pas de dette et qui cherchent à placer leur argent. Donc ça fait, donc les non-résidents, ça fait un peu plus de la moitié. Les compagnies d'assurance en ont 20%, hein, ça c'est vos contrats d'assurance vie en euros, c'est 20% de la dette publique. La Banque de France, pour le compte de la BCE, on a 18%. Les banques commerciales en ont 6-7%, et puis il y aura 2 ou 3% disséminés dans le public. La dette publique américaine, tu disais les Japonais, mais je crois qu'il y a aussi les Chinois. Oui, les Chinois maintenant, ouais, bien sûr. Qui tiennent les Américains. Oui. On retrouve BlackRock quelque part? On doit le trouver dans les non-résidents non-européens, oui. Oui, oui. D'accord. Mais on ne sait pas combien. Non, mais ok. Merci. Bon, d'autres questions? Sinon, on va remercier encore une fois François pour son temps. Hein. De rien. Un grand merci. Un plaisir. Voilà, à défaut de pouvoir t'inviter au soleil, voilà. Ou en avion, voilà. La prochaine fois, tu pourras peut-être venir. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres catastrophes ou d'autres virus. Voilà, écoutez, merci à tous. Et puis, une prochaine fois, sans doute, on aura d'autres occasions, je pense, de revenir sur ce sujet, parce que j'imagine que la suite est encore à écrire. Et personne ne la connaît, visiblement. Voilà, on en a encore pour de longues années sur ce sujet. On aura encore des choses à te demander dans quelques années en fonction de comment ça va évoluer. Voilà, écoutez, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt et portez-vous bien. Voilà, au revoir. Merci. Merci François, merci Jean-Yves. Ouais, bonsoir. Merci François, merci Jean-Yves pour l'organisation. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Il faut que j'arrête l'enregistrement. Tu voudras l'enregistrement, François, ou non. Bon. Allez, je crois que tout le monde. Allez. Bonne soirée et bonjour, Marielle. Allez.